Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau format. En effet, depuis plusieurs années, je suis amené à collaborer avec des professionnels dans le domaine du sport et dans le domaine de la santé. L'importance de toutes ces équipes, de toutes ces personnes qui au quotidien œuvrent pour le bien de la santé et de la performance des athlètes est quelque chose de déterminant. Nous avons la chance de pouvoir être reçus aujourd'hui par le Football Club d'Annecy et notamment par le docteur Loiseler qui en est une des pièces maîtresses. J'en dis pas plus, je vous emmène avec moi, c'est parti. Ah Doc. Salut Seb, bienvenue. Merci de nous recevoir. Vincent, merci beaucoup de nous recevoir. Je t'en prie, Seb. Tu es médecin du Football Club d'Annecy. C'est ça, exactement, depuis maintenant 6 ans. Il y a énormément de sujets que j'aimerais évoquer avec toi et sur notre passion commune en rapport avec le sport. Et la première, bien entendu, c'est la collaboration qu'il peut y avoir entre les staffs médicaux et les préparateurs physiques comme moi. Et comment on communique. Je sais que moi, au travers de Grigor, pendant des années, en fait, quand on a démarré et comme on est maintenant depuis 18 ans que je le suis, au départ, il y avait un entraîneur de tennis, même si on remonte dans les années 80, il n'y avait qu'un seul entraîneur et puis c'est tout. Et il faisait tout, il faisait kiné et le mental et le physique et la nutrition, il faisait tout. Et maintenant, les staffs médicaux se sont énormément étoffés. Et moi, évidemment, je fais partie de ces staffs. Toi, tu es le médecin, donc on ne te voit pas forcément partout, tu es plutôt dans l'ombre, mais j'aimerais avoir ton ressenti un peu sur cette évolution et finalement comment toutes ces personnes-là collaborent, quoi. Merci de ta question, c'est tout à fait judicieux comme question, parce qu'effectivement le monde du sport a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Et avant, le médecin, il faisait un peu tout et avec les moyens du bord qu'il avait. Maintenant, effectivement, il a énormément de partenaires avec lui. Et pour moi, ça n'engage que ma vision à moi de la médecine du sport. Le médecin du sport, si il veut être performant, il doit s'entourer de plein de gens compétents dans chaque secteur. Parce que chaque secteur est pointu et devient de plus en plus pointu. On peut partir dans tous les types de sports, que ce soit le tennis, le vélo, le ping-pong, le foot. Les performances, depuis 30 ans, elles ont toutes été démultipliées. Les sportifs sont capables de faire des choses qu'ils étaient incapables de faire il y a 30 ans. Et tout ça, c'est le partenariat avec les préparateurs physiques, les nutritionnistes, les kinés, les psychologues, la préparation au stress, l'apport de l'hygiène de vie, du sommeil. Donc, et pour tout ça, le médecin du sport, pour moi, il peut régir tout ça, mais il doit avoir énormément de lieutenants avec qui le contact doit s'effectuer. Ils doivent apprendre à se connaître, parce que chacun a à apprendre de l'autre. Et quand l'équipe fonctionne, c'est là où les résultats sont les meilleurs. C'est un petit peu ma vision globale. D'où la multiplication des groupes WhatsApp en termes de communication. Oui, en termes de communication, est-ce que moi je sais que je passe énormément de temps, évidemment j'ai des groupes WhatsApp entre les sportifs, pas les sportifs dans le groupe, ce qui doit être dit, non dit. Comment est-ce que toi justement tu arrives à gérer ces staffs-là et combien de personnes ça représente au final, grosso modo? Là, nous, dans l'exemple concret du FC Annecy, on est sur le club, on est maintenant 2 préparateurs physiques, plus 3 kinés, plus moi. Et ça, c'est que le côté médical. Et après, on a des intervenants, un psychologue, plus des nutritionnistes. Et à côté, on a des partenaires qui travaillent. Alors, podologue pédicure, on a un dentiste, on a un cabinet kiné extérieur. Et donc, ça fait beaucoup de monde, mais généralement, il faut savoir déléguer. Et dans le groupe pur d'Annecy, où on est 3 kinés, dont un ostéo plus moi médecin, on a chacun des tâches prédéfinies pour relier tous ces paramètres. Et ça, justement, vous avez des réunions, des groupes, parce que chacun sait rester, et je pense que ça, c'est un élément qui est important, parce que tu as dû certainement, comme moi, entendre au fur et à mesure des années, le kiné qui d'un seul coup veut se mettre à parler de stratégie, et puis le médecin qui se met à parler de ça, et puis le prépa physique qui parle trop de mental, et ainsi de suite. Et ça, je sais que c'est un vrai défi dans les équipes et dans les staffs.
dans cette communication-là, de savoir avoir ses compétences, mais en même temps, reste à ta place, quoi, pour le faire Ouais, simple. c'est vraiment ça. Et il faut avoir de l'ordre et savoir être géré, enfin, être chef et être soldat. Mm. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, je suis soldat, je suis pas chef parce que je suis pas compétent Mm. et j'écoute l'avis du spécialiste. Et il y a des fois, je suis chef. Et donc, le bon chef, c'est celui qui va fédérer autour de lui et qui va avoir le respect des autres partenaires avec lui parce que ses choix sont justes et ils peuvent être justes que s'il participe avec tout le monde et qu'il écoute tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est comme tu dis, on veut de la performance et que les joueurs ou les sportifs se sentent encadrés. C'est déterminant qu'ils ressentent qu'il y ait cette équipe, mais que surtout cette équipe soit soudée. Parce qu'à un moment donné, s'il y a de la mauvaise entente ou de la mauvaise communication, ou que l'athlète, moi j'ai vécu un sportif au milieu qui d'un seul coup avait reçu une information par quelqu'un, puis une autre, puis un autre, et ainsi de suite, et ça crée des confusions, et forcément Ça, c'est c'est sûr. contre-productif, quoi. Et puis des fois on pense bien faire, on veut aller vite. Même moi, des fois c'est vrai que tu t'aperçois qu'en fait tu délivres des conseils et que c'est par bienveillance, mais que il faut savoir aussi dire ok, je vais voir avec le staff, je vais en parler avec l'équipe. Et Ça, c'est savoir toujours prendre du difficile. recul parce qu'on a envie et on se dit non. Puis des fois, on a envie, mais on a la pression. Ouais. C'est-à-dire que le joueur, il est là et bon, Doc, combien de temps là? 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines? Ouais, 6 semaines. Ah non, Doc, déconne pas! Donc, il faut toujours jouer au chat à la souris. Et en jouant au chat à la souris, c'est là des fois où on se met aussi en porte-à-faux, mais il faut, je pense, garder ça comme ligne directrice Ouais. parce que décider tout seul, Ouais. on va au casse-pipe. Donc, je ne sais pas. Je pense que tu as un délai de 4 à 8 semaines. Je reviens vers toi quand j'ai fait le point avec mon préparateur, mon kiné, l'examen que je t'ai demandé, et je reviens et j'affine le délai. Donc justement, un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est justement cette exigence. On sait que ces sportifs, c'est souvent leur vie. Ils ont fait des efforts gigantesques, des efforts financiers, des efforts familiaux. Ils ont parfois fait des sacrifices énormes. C'est vrai. Et je pense que nous, en tant qu'encadrants, moi j'ai des fois des jeunes qui viennent ou qui veulent se renseigner ou qui veulent apprendre le métier. Voilà, je voudrais être préparateur physique dans le sport de haut niveau. Mais grosso modo, je caricature, je veux commencer à 9h, finir à 17h et le week-end, je peux pas bosser ou je peux pas entraîner. Et donc, moi, ce que j'ai toujours expliqué, ce que j'ai dit, c'est que quand ces gens-là sont à un niveau d'exigence envers eux-mêmes, de volonté, d'ambition, on se doit, nous, staff, de pouvoir répondre et d'être aussi au même niveau qu'eux. Et si on est en décalage, c'est là où il peut y avoir un problème. Ouais. Comment toi, est-ce que justement par rapport à ça, tu... Complètement d'accord avec toi. Fais des Sur efforts. le sport de haut niveau, tu es obligé d'essayer de te mettre à niveau. Mm. Donc après, chaque position de médecin comme moi, ou de préparateur physique, ou de psychologue, ou de nutritionniste, en fonction des contrats qui sont avec le sportif et ou les infrastructures, ça peut être différent, mais oui, tu dois faire toujours pas des sacrifices, mais tu dois te mettre au niveau des sportifs de haut niveau. Moi, si je prends mon exemple personnel, j'ai une vie en dehors de la médecine du sport, mais dans le cadre de mon contrat, oui, je suis disponible pour les joueurs. Alors pas physiquement, parce que je ne peux pas, parce que j'ai plusieurs items, mais par contre, sur les groupes WhatsApp, on en revient encore, et je suis disponible de 6h du matin à 22h pour répondre à n'importe quelle question ou interrogation pour eux et ou leur famille. Et leur famille. Et leur famille. Et ça, pour moi, j'y tiens parce que c'est une exigence importante pour moi. Parce que le sportif de haut niveau, il va faire, comme tu dis, plein de sacrifices. Mais il va aussi emmener dans sa famille dans ses sacrifices avec des déménagements, des changements de région, des pertes de liens. Et pour que le sportif soit bien, quand il est tout seul, c'est un peu plus facile. Mais quand il est jeune papa ou jeune marié, il se fait aussi du souci pour son jeune enfant ou sa compagne et d'avoir la sécurité de se dire, voilà, s'il se passe quelque chose, ma famille est soignée. C'est aussi pour moi important. D'esprit. Donc, meilleure performance derrière. Exactement. Tout est lié. Ouais, moi, j'ai eu aussi des fois, j'essaye de regarder les matchs de tennis des fois en replay, mais quand il y a des matchs en Australie ou aux États-Unis et que le lendemain, t'as vu mon match, t'en as pensé quoi? Des fois, il faut se lever à 2h du mat, 3h du mat, regarder le match. Moi, des fois, j'avais Serena qui me demandait
bah, une séance ou ce genre de choses. Alors j'essayais de l'anticiper, mais j'avais besoin de savoir son état de forme. Donc c'est vrai que si je dis bah non, à ce moment-là, je peux pas, ou j'ai pas regardé, ou t'as vu mon match, et bah non, j'ai pas vu, t'as gagné, c'est pas possible en fait. Il faut que je Ouais. sache, il faut que je montre que même à distance, comme tu dis, je montre que je suis connecté et que je suis présent. Mais ce niveau-là, il est pour moi extrêmement important parce que justement, on va montrer qu'on va créer une vraie relation, qu'on est sur la Ah bah même oui, longueur d'onde en fait. Sinon, bah, pour moi, ça peut pas fonctionner en fait. on est bien d'accord. Donc, mais c'est de la disponibilité quoi. C'est vrai, et de la disponibilité aussi pour nos familles respectives, à nous Mm, personnels. mm, mm, Parce qu'il faut qu'on trouve du temps pour le sport dans lequel on travaille ou notre sport passion. mm, mm. Tout à Et fait. là, on compte pas les heures. Non, mais non, là, là, vaut mieux pas regarder. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est ouais, déterminant et il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément compris au-delà de la valeur travail, formation, apprendre des choses. C'est aussi être vraiment à disposition ou en tout cas répondre présent quand il y a des besoins parce que comme tu dis, ça rassure et ça, il faut le comprendre rapidement parce que sinon, ben, ça ne matche pas, quoi. Tout simplement, les Ah, puis projets. après, le sportif a pas confiance ou pas assez confiance, ou Mm. on se dit, Ouais. oh, bah, de toute façon, le membre du staff, donc c'est bon. Mm. Lui, il a sa vie à côté, Mm. c'est bon. Mm. Ce qu'il me raconte, j'y crois pas. Surtout que on est souvent, et ce qui m'amène à un autre point, justement qui rejoint ce point-là, c'est que je crois savoir que tu as été amené à exercer au niveau des urgences, et donc on est souvent dans l'urgence. Ah oui, on est tout le temps dans l'urgence. C'est que, On est alors tout là, le temps c'est dans assez l'urgence. drôle que tu me parles de ça parce que sur les urgences, pour le sportif de haut niveau, tout est urgence. Ouais. Mais moi qui ai connu l'urgence vitale en travaillant dans les SAMU, pour moi, il n'y a rien d'urgence vitale. Ouais. Il peut y avoir une urgence stress, diagnostic, quand est-ce que je reviens sur le terrain et autres, mais c'est pas une urgence vitale. Mm. Et c'est vrai que moi, ce côté-là, je le comprends tout à fait, mais ça ne m'impacte pas Mm. parce que justement, j'ai été impacté par la vraie urgence avec la vie qui peut partir en fonction de ta décision, qui n'est pas le stress qu'on te demande dans la Mm. sportive de haut niveau. Mais le fait d'avoir été confronté à ça régulièrement, c'est aussi facile en fait d'anticiper, de pouvoir gérer. Mm. D'avoir une urgence parce qu'il faut qu'on ait une écho ou une IRM versus Ouais. c'est une urgence, bah là, si j'arrête de masser, il meurt. Mm. Ouais, c'est Donc pas pareil. ça ne m'impacte pas. Et à l'inverse, c'est aussi important de faire comprendre aux sportifs de haut niveau que si son IRM, qu'il faut absolument avoir en Mm. urgence pour avoir son diagnostic, et ben tu l'as dans 2 jours au lieu de l'avoir aujourd'hui, c'est pas grave. On va gérer avec. Et Mm. s'il y a pression par le staff et autres, c'est moi en tant que coordinateur qui vais gérer avec le staff. Tu vas être bien soigné. Je comprends que c'est une urgence, mais c'est une urgence relative. Mm. Mm. Et ça aussi, c'est un autre de mes petits chevals de bataille où le sportif de haut niveau, j'essaie de le faire comprendre aussi Mm. que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm. Tout le monde a vu déjà, sans être sportif de haut niveau, on se blesse, on a besoin ne serait-ce que de faire une radio ou une IRM. Les délais pour la radio, c'est 15 jours, les échographies, c'est 1 mois et demi. Les sportifs de haut niveau, ils ont tout dans les 48 heures. Il faut relativiser. Oh, ouais, ouais, apprendre à relativiser. Et en même temps, leur faire comprendre que c'est important pour eux et qu'on s'en occupe. C'est ce que C'est tu dis. ça. Je pense que c'est ce vrai challenge de se dire je m'occupe de toi. C'est pas bon, bah reviens dans 15 jours parce qu'on a besoin d'une décision, encore une fois, importante, urgemment. Mais en même temps, ben, si ça met 24 heures de plus, c'est pas la fin du monde non plus. J'ai eu des exemples à te donner, là, moi, sur des blessés au cours de la saison au FC Annecy, des blessures de match qui se passent le vendredi, Mm. où les joueurs m'appellent le lundi pour me dire Doc, mon IRM, c'est quand? Je fais bah écoute, Va sur Doctolib, prends un rendez-vous, tu vois. samedi, dimanche, le radiologue il était en congé en famille, je ne l'ai pas appelé quoi. Ouais, ouais. Je vais l'appeler ce matin et il va faire le nécessaire. Et puis bah voilà, il avait rendez-vous lundi après-midi ou mardi matin ou mardi dans la journée. Mais voilà, c'est ouais. moi aussi qui suis garant de ça dans les soins. C'est ce que j'allais dire. C'est que toi, tu dois aussi te construire un réseau de gens, et on en revient à ce qu'on évoquait avant. Si tu appelles un radiologiste et qui te dit bah, c'est la semaine prochaine ou dans 12 jours, quelque part,
il peut pas faire partie de l'équipe en fait. Parce que si toi, C'est tu as ça. quelque chose à lui demander et qu'il te dit c'est dans 12 jours, bah toi, tu vas naturellement te tourner vers quelqu'un d'autre parce que tu as besoin de... C'est pour ça que cette notion de partenaire, d'équipe, de travail dans la médecine du sport, elle est très vaste parce qu'on on va faire appel à l'énergie et à la volonté de plein de gens différents. Et pour effectivement travailler pour avoir un réseau, t'as tout dit. Et qui n'ont rien à gagner. Ah non, Eux. c'est ça. Enfin, ils le font, qu'ils le fassent Par pas. plaisir. Une IRM d'un joueur de foot ou une IRM d'une personne publique, on va dire lambda, pour eux c'est pareil, ça reste une Exactement. IRM. Et ça, des fois, c'est pas toujours compris. Je vois des similitudes. Et justement, dans cette urgence de prise de décision, comment est-ce que toi, justement, tu arrives à faire la part des choses sur les délais et le temps que tu peux prendre, et est-ce que tu es à certains moments influencé ou est-ce que tu arrives à prendre le recul nécessaire justement par rapport à ça? Ah bah la pression, je l'ai tout le temps. Ouais. Je l'ai tout le temps. Si sur une décision pour un joueur, je tarde un petit peu sur la prise en charge et ou la date des examens sans verbaliser au staff, voilà, c'est en ordre, donner des délais et donner comment on va dire, un organigramme de ce qui va se passer, j'ai pas de problème. Mais si je tarde à donner l'organigramme, ah bah là, je vais me faire tout de suite appeler Germain par le staff, par le coach, par le directeur sportif et autres. Doc, on est où? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais d'une manière générale, plus tu tisses des liens avec les gens, en restant toujours proche, en restant attentif au secret médical, parce que là, c'est encore un autre domaine, le secret médical. Mais si les gens, tu as gagné la confiance en fait des membres de ton staff, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler. Faire passer le message. Mais ça demande beaucoup d'heures de travail et beaucoup de temps à avoir passé, d'avoir pu échanger ou avoir fait tes preuves pour que tu puisses travailler sereinement. Mais la pression de la date du soin, de la date de l'examen, elle est très importante. Après, une fois qu'on a posé le diagnostic, il n'y a plus trop de pression. Parce qu'en fait, tu connais les protocoles, tu sais ce qu'il y a à faire. Même tous les gens, que ce soit le sportif de haut niveau ou le coach dans le foot ou l'entraîneur de ceci, de cela, tu lui dis que bah voilà, il a le croisé rompu, tout le monde sait que c'est 9 mois quoi. Bon, bah voilà. L'urgence, ça va te faire l'IRM et te dire bah oui, le croisé est rompu. Après, c'est horrible, hein, mais c'est que là, le joueur est plus important. Pour le staff, il change de case et en fait il est encore plus important pour moi parce que maintenant il va falloir que je le prenne en charge, que je le rééduque et que je le ramène dans 9 mois au niveau où il était. Et donc là ça va être du gros travail pour toute mon équipe, mais pour le staff en fait c'est next. Donc je vais avoir 3 jours d'urgence pour poser le diagnostic, mais une fois que j'ai dit que c'était un croisé, bah voilà, il est plus important. Et donc justement par rapport au retour justement au sport et par rapport aux blessures justement, puisque là ça c'est quand même un sujet aussi extrêmement important. Moi j'ai entraîné Loïs Boisson qui a eu donc s'est fait une rupture comme tu dis des croisés. Et justement tout ce process de réathlétisation et de se remettre en marche, est-ce que toi c'est quelque chose justement que tu pilotes du début à la fin et comment est-ce que toi tu gères justement toute cette reprise? Parce que encore une fois, on parlait de pression juste avant, mais aussi bien du sportif que des entraîneurs, que tout le monde. Moi, je sais que c'est des périodes où justement, je fais confiance à 100% au staff médical. Et au fur et à mesure, j'aime bien cette image de passe, en fait, où au fur et à mesure, le staff médical va faire une passe finalement au prépa physique pour ce qu'on appelle le return to play. Et donc, justement, toute cette phase-là, comment est-ce que toi, tu as l'habitude de gérer ce retour au jeu justement dans le cadre des croisés? Et j'imagine que tu en as aussi au foot, même si nous, au tennis, c'est beaucoup plus rare. Mais Ah oui, bah nous, c'est un peu la lésion, avec les lésions musculaires, les lésions les plus fréquentes. Après, on peut parler aussi de la commotion, mais on verra peut-être sur un autre sujet tout à l'heure. Mais sur la prise en charge des croisés, alors moi, je peux pas tout piloter parce que je ne suis pas à temps plein à Annecy. Donc j'ai aussi d'autres activités, donc je suis obligé de déléguer.
et je délègue avec des gens en qui j'ai confiance. Donc, une fois que le diagnostic est posé, j'ai mes réseaux de chirurgiens. Donc, le joueur va se faire opérer. On a les consignes du chirurgien. On se met en place après avec nos kinés respectifs. On démarre les soins. Une fois que les soins vont dans le bon sens, on commence un petit peu la réathlétisation, plus ou moins avec des centres comme dans le foot de Clairefontaine ou Cap-Breton. Et puis une fois qu'on a vraiment bien progressé, ben là on recommence à faire la passe au préparateur physique. Et il y a aussi des passes qui sont faites à tout moment avec le préparateur mental pour gérer la blessure. C'est ce que j'allais dire, moi je vois, l'expérience avec Loïs, c'était au départ, ma volonté c'était aussi de lui montrer, ok tu peux pas faire ça, mais par contre tu peux faire plein d'autres choses en fait. Alors c'est pas évident à voir au début, mais finalement, on peut mettre en place plein de choses, on peut développer plein de choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y a pas eu ça. Et c'est toujours la manière de voir les choses et transformer finalement un moment qui peut paraître dramatique, clairement, en un moment finalement qui peut être une opportunité pour mettre en place d'autres choses. Et c'est vrai que le soutien, moi je sais qu'il y a des fois où je voulais passer du temps avec elle, mais c'était juste pour aller passer du temps avec elle, pour l'occuper aussi à faire d'autres choses. Pour aussi mieux me connecter avec elle et puis pour l'accompagner et la soutenir dans ces moments-là, parce que c'est des moments qui sont difficiles. Encore plus dans le sport individuel où le sportif est seul. Le sport collectif, encore, si on reprend toujours l'exemple du croisé ou d'une lésion musculaire, le blessé vient au centre d'entraînement, il revoit les kinés ou le staff qui voit en temps normal. Il ne voit pas forcément, nous, ça se passe comme ça à Annecy, les joueurs de l'entraînement, pour ne pas perturber l'entraînement et autres. Mais il a accès en fait à toute la structure qu'il connaît, avec les thérapeutes et les soignants qu'il a l'habitude de voir, et d'autres blessés qui sont là avec lui et qui se rééduquent avec lui. Donc c'est vrai que c'est moins difficile qu'un sportif. Mais par contre, votre volonté, c'est toujours de le maintenir quelque part dans le groupe aussi quand même. C'est ça. Pour qu'il sente qu'il est toujours connecté. C'est pour ça qu'il vient faire les soins au centre d'entraînement. Il vient ici. Je pense que ça, c'est important dans ces moments-là. Nous, par exemple, c'est très souvent le cas. Les joueurs, ils ont rendez-vous à 9h, ils font la séance d'entraînement à 10h. Les blessés, ils sont convoqués à 10h. Donc, ce qui fait que les blessés sont là, ils ont un rythme, ils sont obligés de se lever, ils font des choses, ils discutent avec les soignants, ils font les exercices, on est là avec eux pour les surveiller. Mais après, ils voient les copains, parce que les copains sont sur le terrain. Alors, ça fait du bien mentalement ou pas de voir les autres jouer. Moi, je pense que oui, parce que ça fait partie du groupe et que je ne suis pas exclu. Je ne peux pas faire parce que, je suis blessé. Mais voilà, je garde ma vie sociale. Dans la vie du groupe, Dans la vie du groupe. Ce qui est plus difficile quand tu as un sport individuel. Oui, complet. Que ça soit, toi, tu connais bien le tennis. Moi, je connais bien le ping-pong. On parlait le tennis de table. Mais moi, je sais que j'avais mon fils qui avait été blessé au tennis de table avec une fracture du poignet. Et donc, c'était compliqué de ne plus pouvoir pratiquer son sport et, comme tu disais, de trouver d'autres choses à faire pour garder l'attention et la motivation. Alors justement, sujet proche malgré tout, j'étais venu à Annecy il y a 3-4 ans avec Grigor Dimitrov et on avait un bloc de 15 jours d'entraînement dans une prépa hivernale. Et au bout de 4-5 jours, il faisait froid, c'était au mois de novembre. Et en fait, il commençait à avoir la gorge qui piquait un peu, qui grattait un peu. Et du coup, tu l'avais vu. Et puis, tu avais fait ce qu'il fallait. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec toutes, bien sûr, les normes antidopage et ainsi de suite, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. Moi, je sais qu'étant en première ligne, à chaque fois que, même ne serait-ce qu'un pédicure ou un podologue va mettre de la crème parce qu'on sait que ça peut passer dans le sang, que tout ce qui va être prise de médicaments différents ou quoi, à chaque fois, c'est je renvoie au doc, parce que c'est extrêmement contrôlé. Et je pense qu'il y a une vraie problématique. Est-ce que tu peux parler un peu justement de cette capacité à soigner, mais en même temps continuer à performer? Parce que dans le cas de Grigor, il a un peu mal à la gorge. On a prévu 15 jours. On peut pas, le temps avance, lui, sa planification doit se faire et on peut pas s'arrêter non plus. Alors on adapte pendant quelques jours, évidemment, ça dépend.
Mais comment toi tu gères cet aspect-là? Parce que Alors, c'est les tout soupes chaudes, c'est bien, mais c'est un c'est peu tout limite. c'est tout du cas par cas. Ça, Mm. comme les infiltrations articulaires qui vont permettre à un joueur de pouvoir avoir un genou qui ça sèche un petit peu plus vite pour récupérer et autres. Mais effectivement, c'est des corticoïdes, donc produits dopants. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai un golfeur professionnel qui était avec une hernie discale et qui, pour pouvoir se soulager et continuer à jouer, on doit prendre la décision de faire une infiltration. Ben, on doit faire une déclaration Mm. contre antidopage, demander une autorisation avec les images à l'appui et le diagnostic pour autoriser le soin. Mm. Alors c'est une grosse part administrative, c'est lourd à gérer, mais voilà, c'est bon. J'aurais tendance à dire, je vais peut-être pas me faire des amis là-dessus, mais c'est assez rigoureux, mais si tu es rigoureux et que tu fais ça dans le bon sens pour le patient et non pas pour le sportif, parce Mm. que c'est très Mm. souvent là avec La limite, ouais. la Mm. limite. Mm. Mais voilà, on peut tout à fait soigner un patient. Mm. C'est-à-dire que s'il est douloureux, bah oui, on va utiliser de la cortisone, oui, on va faire des médicaments, des opioïdes s'il a mal et autres. La seule chose, c'est qu'il ne jouera pas. Mm. C'est juste ça qu'il faut lui faire comprendre. Mm. Et que si maintenant on veut mettre tout en place pour le faire jouer, Absolument. Mm. alors qu'il ne doit pas jouer, Mm. et ben c'est là où il faut résister et être fort et par rapport au staff ou la pression même du joueur dans un sport individuel, et de dire bah non, non, Faut résister. c'est pas comme ça que ça marche. Mm. Et ça, c'est encore un autre domaine où on est en porte-à-faux énormément. Mm. Et moi, c'est une façon que j'ai de me préserver, de par mon ambivalence dans la médecine, c'est que je reste plus soignant que médecin du sport. Donc pour moi, c'est le soin du patient avant tout. Mm. Donc je ne vais pas aller faire des choses pour absolument remettre le joueur sur le terrain. Après, en plus, il y aura le risque du dopage, mais Mm. si ça ne vaut pas la chandelle, non. Oui, c'est le bénéfice C'est ça. risque. Et justement, ce qui amène sur ce sujet aussi, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et moi aussi, et on se rejoint évidemment sur plein de thématiques, mais en particulier celle-là, et j'aimerais vraiment qu'on parle de ça, c'est sur cette notion, justement, tu parlais du sportif et du patient, sur cette notion d'écoute et de ressenti. Et on a eu plein de cas ensemble, notamment le mien, à titre perso, où en fait on a énormément de praticiens, peu importe, qui en fait se précipitent. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, mais que ce soit un coach ou que ce soit un médecin ou un kiné, aujourd'hui, il y a souvent un manque d'écoute d'abord et de ressenti avant de pouvoir prodiguer des conseils ou donner des recommandations et ainsi de suite. Et je sais que souvent, il y a des prépas physiques qui vont un peu vite. Ils ont leur structure en tête, ils ont leurs idées, ils ont leur cadre et ils cherchent à faire venir les joueurs dans ce cadre-là ou leurs sportifs dans ce cadre-là parce que c'est comme ça et pas autrement. Mais ils n'ont pas pris en compte l'environnement, le contexte, les croyances. Il y a des sportifs qui ont des croyances de certaines choses. J'imagine tu dois avoir des centaines d'exemples de je veux pas prendre de médicaments ou je veux pas faire ça ou moi c'est le tapis de course ça blesse ou faire de la muscu par exemple chez des parents des fois chez des jeunes, oh là là, faut pas qu'ils fassent de muscu parce qu'ils vont se blesser. En fait, c'est toute cette écoute-là, moi que je passe vraiment, tu parlais tout à l'heure du relationnel avec les kinés, avec le staff médical, avec les entraîneurs. Est-ce que tu peux, je sais que c'est quelque chose qui compte énormément pour toi, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont toi tu prends en compte ça et est-ce que tu as des cas précis, spécifiques à Bah, nous donner? je vais déjà être super général. C'est que ça va rejoindre exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est que dans toutes mes casquettes, tu sais aussi, tu as déjà vu au cabinet que je forme des futurs médecins. Et donc j'ai des médecins en formation pendant 6 mois par an. Et la première chose que je leur dis, avant de vous lever pour aller examiner votre patient, vous devez avoir un diagnostic, mais pas qu'un seul. Plusieurs diagnostics et tout doit être logique. Et quand vous allez l'examiner, bah, il faut que votre examen clinique vous permette de valider votre hypothèse ou de ne pas la valider. Et tout ça, ça passe
uniquement par l'écoute. Donc sur la lésion du sportif, alors c'est valable bien sûr en médecine générale, mais sur la lésion du sportif, tout va avoir son importance. Ouais, doc, j'ai sprinté, j'ai senti mes ischios. Ouais, jusqu'à preuve du contraire, c'est un ischio. Très bien. Mais voilà, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et donc là, prendre le temps d'interroger le patient correctement. Comment il a senti? Est-ce qu'il a senti craquer? Est-ce qu'il a senti claquer? Est-ce qu'il a une impotence immédiate? Est-ce qu'il n'a pas eu d'impotence de suite? Et tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et on passe à côté en se disant, bah oui, on sait exactement ce qui se passe et donc le diagnostic, c'est ça. Et comme ça, c'est sûr que c'est mort. Et ce que tu me disais aussi, c'est que des fois, on cherche même à faire coller les images C'est ça. sur Oui. une image, une hypothèse qu'on avait pour... Parce qu'en fait, on a une hypothèse diagnostique et on a une image qui n'est pas en rapport. Et on va faire coller l'image à notre hypothèse diagnostique parce qu'en fait, on a besoin que les deux correspondent et pas maintenant, c'est pas le bon cas. Donc, cette importance d'écoute, pour toi, elle est donc, on l'a bien compris, elle est déterminante. Pour moi aussi, est-ce que justement, cette histoire de sport aussi à laquelle tu t'adresses, parce que moi, je sais que des fois, je suis amené à, par exemple, il y a un gars qui fait du ice cross. Ice cross, ouais, voilà, moi non plus au départ, j'ai fait Google. Il m'a dit, voilà, je voudrais être dans les meilleurs au monde d'ice cross. Je lui ai dit, ok, super. Et en fait, en même temps que je l'avais au téléphone, j'étais en train d'écrire ice cross sur Google parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Et c'est quoi du coup? Alors, donc, c'est 4 gars sur des patins à glace. C'est comme le ski cross, mais sur des patins à glace. Donc, c'est un truc de fou, bien éloigné de mon tennis. Mais, et en fait, justement, ça rejoint un peu ce que tu disais sur cette écoute. C'est qu'il y a des fois des sports atypiques où, voilà, on parle du foot et de l'ischio, c'est relativement classique. Mais justement, en quoi toi aussi, parce que j'imagine que tu vois plein de sports différents et des choses avec des sportifs différents, avec des mécaniques différentes. Je sais que moi, quand justement il m'a contacté, je lui ai dit, j'avais besoin de temps de réflexion pour voir le sport et en fait pour ressentir et qu'est-ce que c'est. J'ai par exemple des escrimeurs, j'ai essayé. Bon là, ice cross, j'ai pas essayé. J'ai pas mis les patins, ils sont à 50 km/h dans un couloir de glace et c'est impressionnant à voir. Là, tu vas faire une promotion après. Ouais, non, c'est bon. Mais du coup, est-ce que toi, justement, dans cette écoute, c'est quelque chose comment est-ce que toi, tu prends en compte aussi les spécificités? On a parlé de l'individu, de l'être humain, mais au niveau du sport aussi, en quoi est-ce que toi, tu prends en compte? Ça va être à une autre échelle par rapport à toi, où moi, je vais avoir juste l'information de l'impact physique et de la lésion physique la plus fréquente dans ce sport-là. Donc là, si tu me prends l'exemple, pas du ski cross, mais du ice cross, ouais. Voilà, ça va être la chute, parce que ça va être de la lésion traumato. Et ce qui va m'intéresser, c'est à quelle cinétique, à quelle vitesse ils vont se déplacer, et après, quelle protection ils peuvent avoir, s'il peut y avoir plaie ou autre chose. Tout à fait. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que tout cet environnement-là, il est déterminant pour encore une fois mieux comprendre, pour mieux aider, pour mieux accompagner, pour mieux soigner, pour mieux performer et ainsi de suite. Sujet justement qui là aussi est extrêmement important, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le côté, je sais que tu es proche alors je veux pas faire d'erreur, du ping. Est-ce que le ping ça va? Ça marche, nickel. Ping on a le droit ou tennis de table? Les deux. Mais pas ping-pong. Ping-pong, si, parce que tout le monde connaît, mais nous, on parle de ping ou tennis de table. Je sais que tu es évidemment bien implanté dans ce milieu-là. Moi, depuis quelques années, suite à mes commotions cérébrales, je me suis orienté vers une orthoptie spécialisée en neurovision. Et on sait que c'est justement de plus en plus de disciplines comme ça qui arrivent sur le neurovisuel, le neurocognitif. Et il y a énormément de disciplines qui arrivent. Est-ce que tu peux citer des exemples justement alors dans le ping ou autre, justement de nouvelles méthodes qui apparaissent et le fait d'accepter aussi cette ouverture, d'avoir des nouveaux membres, des nouveaux domaines de compétences qui arrivent. Ça peut être des data scientists. Moi, il y a 20 ans, le data scientist, il mettait un cardio-fréquence-mètre et puis moi, je mettais le cardio et ça allait bien. Maintenant, il y a des statistiques de partout, il y a des chiffres de partout, les analyses biologiques et ainsi de suite. En quoi, toi, tu arrives justement à prendre toutes ces quantités d'informations, de champs de compétences, de spécialités
faut faire la mayonnaise de tout ça. Et c'est sans fin. C'était ce qu'on revient au tout début de l'entretien, où on disait que les performances des sportifs n'ont plus rien à voir maintenant et il y a 30 ans. Ouais. Mais ça fait partie des choses qui ont poussé le sportif à être bien plus performant et à mettre au-delà de ses limites. Donc là, toutes les datas, tu me parles des datas, oui, au fessé, ils ont tous un capteur qui permet de savoir quel nombre de kilomètres ils ont parcouru pendant le match, à quelle vitesse, nombre de sprints, nombre de décélérations. Et c'est tout étudié à la lettre. Ça, c'est une petite gloire pour le FC Annecy. C'est quand même l'équipe qui court le plus en Ligue 2 quand même. Ah oui. On est C'est bon signe ou pas? Oui, c'est bien. C'est la marque de fabrique, ça. C'est vrai, d'accord. On est vraiment à cheval là-dessus. On a une équipe au niveau data physique où on bat énormément sur des data physiques des équipes de Ligue 1 ou des équipes de l'étranger. Donc ça, c'est très important. Des nouveaux collaborateurs, on parlait de la neurovision, bah oui, les orthoptistes et les neurovisuels, tant dans l'entraînement que dans la récupération. La commotion cérébrale, on en parle énormément maintenant dans le rugby. C'est parti du football américain, le rugby est en France, et maintenant ça arrive dans le foot. On essaie de le mettre de plus en plus en place, mais c'était très difficile, ça devient de plus en plus facile, mais ça doit toucher tout type de sport, le handball, le basket, les commotions cérébrales, il y en a de partout, et surtout à tout âge. Parce qu'on parle de sportifs de haut niveau, du sport qui est télévisé les week-ends, mais ça c'est une autre chose importante, c'est que la commotion cérébrale, elle existe aussi dans le sport de bas niveau, sans que ça soit péjoratif, et par contre elle est complètement éludée par le monde médical. Le médecin du sport connaît la commotion cérébrale, mais le médecin de terrain ne connaît pas la commotion cérébrale. Et je vais prendre mon exemple. Moi, avant d'arriver dans le monde du sport, urgentiste, commotion cérébrale, t'as pris un pet au casque, quoi. Bon, ton Glasgow, il est bon. Bon, c'est bon. Tu vomis pendant 2 jours. Bon, c'est pas grave, ça va passer. C'est le coup à la tête. Non, c'était une commotion. Avec plein de choses où on n'était pas équipé et on ne savait pas soigner à l'époque. Et donc, oui, moi, il y a 15 ans, quelqu'un qui s'était pris un coup de boule dans un match de rugby sur un impact, moi, non médecin du sport, je mettais paracétamol, poche de glace, surveillance neuro à la maison, et puis voilà, quoi. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que la commotion cérébrale, il faut faire un repos cérébral important, pas de stimulation visuelle, une reprise très progressive de l'activité physique, plus ou moins des rééducations avec les orthoptistes. Bien évidemment, recontrôler maintenant ce qu'on appelle les SCAT, tu dois connaître. Je connais un petit peu. Voilà, donc ça c'est tous les tests médicaux qui sont de plus en plus maintenant mis en place pour pouvoir surveiller tout ça. Et donc c'est des nouvelles choses qu'on a dans la médecine du sport et qu'il y a 20 ans, en tous les cas, à mon niveau, on ne connaissait pas. Mais ça permet justement, et j'ai envie de dire malheureusement ça va être notre dernier sujet, justement ça permet aussi quand même, je trouve, 2 choses, d'individualiser beaucoup plus aussi quand même ces datas. Notamment, et puis toutes ces personnes permettent, et tous ces spécialistes permettent justement de pouvoir mieux individualiser la prise en charge, parce que tout le monde n'a pas le même besoin, que ce soit en visuel, que ce soit en prépa physique, ou celui qui a besoin de plus sprinter, ou peu importe, celui qui a besoin un peu plus du côté mental, l'approche mentale et ainsi de suite. Et à la fois, je trouve que ça permet d'individualiser, et c'est ma première question, c'est comment justement dans un sport collectif, on arrive à pouvoir quand même malgré tout individualiser. Et le deuxième aspect, et moi je suis confronté à ça par exemple avec Grigor maintenant, où ça fait 18 ans que je le suis, mais il avait 17 ans quand j'ai commencé, il a 35 ans, et la manière dont je l'entraînais quand il avait 17 ans et maintenant quand il en a 35, c'est pas la même chose. Donc j'imagine que maintenant, tu as quand même un retour comme moi de carrière de sportif. Donc, comment est-ce que toi, tu prends en charge ces données, on va dire, un peu vieillissement aussi? Donc, individualisation d'abord, s'il te plaît. Alors, individualisation, sur le sportif, on va dire individuel, c'est quand même beaucoup plus facile de lui faire un programme à la carte. Typique, on revient dans le ping ou le tennis de table. On va utiliser toutes les connaissances neurovisuelles. Et c'est un sport, alors oui, il faut du physique dans le tennis de table, mais la capacité à la réaction, elle est très importante.
Et là-dessus, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Et voilà, les frères Lebrun en sont un exemple très particulier où depuis le plus jeune âge, ils ont travaillé en fait tout ce développement neurovisuel et ils ont des capacités de réaction au-delà de la normale, mais parce qu'ils l'ont travaillé depuis qu'ils sont jeunes. Donc sur l'individualisation, pour un sport isolé, enfin seul, c'est plus facile à mettre en place. Pour un sport collectif, ça va être beaucoup plus compliqué, mais par contre, on pourra l'utiliser pour la rééducation suite à une blessure. Après, dans les soins collectifs, des soins très spécifiques, oui, on peut faire des séances de relaxation ou de vision de stress ou autres qui peuvent se faire en groupe. Mais c'est un petit peu le seul. Il y a la gestion de celui qui a fait le match, celui qui n'a pas fait le match, celui qui est en forme en ce moment, les pics de forme. Et avant, moi, je me souviens, même si c'est plutôt des sports individuels, c'était un peu. On voyait, on observait. Alors, c'est qui est toujours bien, il ne faut pas l'oublier, je pense, parce que l'être humain, ce n'est pas une somme de chiffres, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est important justement d'observer, mais de coupler ça avec de la data. Et si on arrive à avoir les deux et prendre des décisions sur il vaut mieux se reposer, au contraire, il vaut mieux s'entraîner, et ainsi de suite, je pense que ça, c'est énormément important. Sur le fessé, où c'est des datas très, personnelles quand même qu'on arrive à mettre en place. Sur une fois par semaine, on a des barres de force. On va tester la puissance exercée par adducteur, ischio, quadri à tous les joueurs. Toujours 48 heures, 72 heures après un match. Et ça, c'est des datas qu'on a tout au long de l'année. Et c'est du coup pour la prévention des blessures et ça nous permet de voir, tiens, là, ce groupe musculaire par rapport à d'habitude. Et là, on adapte tout de suite ces séances d'entraînement pour justement éviter le surentraînement et la blessure derrière, qui va nous donner de l'indisponibilité. Il vaut mieux que le joueur il lève un peu le pied sur 2 jours et puis on le reteste et hop, à nouveau les datas sont bonnes. Allez, tu repars. Accepter plutôt que de dire, vas-y, tu retournes, vas-y, et puis le mental, il force, et puis, ça lâche. Entre guillemets, il se pète. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Et puis, on l'a perdu pour entre 4 et 8 semaines. Et ce vieillissement, justement, est-ce que toi, tu es confronté à des joueurs, justement, comment est-ce que tu gères ça? Des joueurs un peu plus vieillissants? Alors là, j'ai pas encore assez d'expérience dans la médecine du sport pour voir des vieillissements de joueurs. Mon seul exemple, c'est dans le FCNC, c'est Ahmed Kachi. C'est le plus vieux des joueurs. C'est lui qui a les meilleures stats. Mais il a une hygiène de vie et une hygiène dans le sport que j'ai jamais vue. Et on revient à ce qu'on dit depuis maintenant une petite heure, que c'est la performance dans le sport. Il n'y a pas que la dextérité, les aptitudes physiques ou techniques. Il y a toute une rigueur et c'est un joueur qui met tout de son côté. Alors, il a des talents, mais en plus, il fait tout ce qu'on doit faire pour essayer de mettre son corps en pleine forme. Et oui, il a des stats hallucinantes, même par rapport à des jeunes de 20 ans. Même à des petits jeunes. Et justement, là, Serena Williams qui revient, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'entraîner pendant 3 années sur le circuit et de l'accompagner. Et là, de voir justement Serena à 44 ans qui revient et qui a l'air quand même à voir, mais plutôt en pleine forme. C'est un exemple criant de discipline de vie, comme tu dis. Des fois, on pense, moi, des fois, j'ai des sports, je comprends pas, j'ai été chez le kiné, j'ai fait ma cryo. Oui, mais t'as dormi combien de temps? J'ai dormi 6 heures. Et tu manges quoi? La merde. Et donc, c'est vrai que c'est un tout. La performance, c'est un tout. Et je te rejoins à 100% là-dessus. Il ne faut pas oublier justement les basiques et les fondements. Merci Vincent pour tout. Merci pour ton temps. Je t'en prie, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Un grand plaisir de pouvoir prendre du temps, d'échanger sur ces thématiques qui sont vraiment essentielles. Merci au FC Annecy. Au FC Annecy de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. J'espère que ces sujets ont été passionnants pour vous et une prochaine. Merci Doc. De rien. Merci beaucoup.